On parle aujourd'hui des adolescents et des enfants rebelles. Franchement, souvent les parents sont fatigués. Les parents ne savent même plus quoi faire. L'enfant a un bon comportement à la maison, mais il est exécrable dehors ou à l'école. Que cache la rébellion des enfants? Est-ce qu'ils ont besoin d'affection? Est-ce qu'ils ont envie de s'affirmer? On en parle dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission sans laquelle vous ne pouvez vivre, l'émission regardée tous les jours du lundi au vendredi à 13h05, l'émission pour laquelle le monde s'arrête de tourner, regardée partout sur les 4 points cardinaux, premier, deuxième, troisième, quatrième ciel, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre santé, à votre bien-être, l'émission qui soigne toutes les maladies et je pèse mes mots. Comment allez-vous? 5e, 6e et 7e ciel aussi, parce que l'émission, elle emmène au 7e ciel souvent. J'adore! C'est la meilleure, là. Comment? Est-ce que tu peux développer ça? Pourquoi est-ce que ça emmène au 7e ciel? Parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu expliques une histoire ou bien quand une personne t'édifie, ça ne peut que te donner des sensations, tu vois, de changement psychologique au point d'atteindre un niveau d'orgasme. C'est nous. Ah non! Exactement. C'est nous. Tata Aurélie, il faut me gâter, s'il te plaît. L'extase, j'ai regardé avec l'extase. J'ai failli porter ma culotte à l'envers. D'ailleurs, ce matin, j'ai porté ma culotte à l'envers. Je vous dis la vérité. Mais ça veut dire que tu vas avoir une nouvelle culotte. Non, normalement, c'est pas une nouvelle. C'est ça. Quand tu portes quelque chose à l'envers, d'habitude, c'est habillé, mais caleçon, la culotte, j'ai jamais su. Ça veut dire qu'on va t'offrir un nouveau caleçon. Mais si t'es bien dans le noir, non, c'est pas trop dans le noir. C'est genre quand tu te lèves avant quelqu'un et puis tu es levé puis acclimatisé, tu n'es pas trop que la personne s'est réveillée. Mais la nuit était très torride. Dans le matin, quand tu portes, tu ne vois pas bien. Mais là, au moment où tu vas arriver, où on s'habille, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il va les étiquettes sur le côté. Donc, ça veut dire qu'il va t'offrir un nouveau caleçon. Ah, mais lui, c'est pas ça à quoi il y a remettre même. Il y a à les remettre à l'envers. Sa caleçon, c'est moi, il va mourir. Alors, aujourd'hui, on a un superbe sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui seront contents qu'on fasse ce sujet-là et puis ils vont se sentir concernés. Beaucoup d'adolescents aussi, s'il vous plaît, les adolescents. On a tous été adolescents, on a toutes été adolescentes. On sait ce que c'est, on ne va pas se voiler la face, on ne va pas faire comme si on était particulièrement bien. Parfait. Voilà. Mais quand même, on va dire un peu comment est-ce qu'on a pu, en tout cas, au moins avoir la sagesse plus tard. Donc, les parents, connectez-vous et puis mettez le numéro 204 du bouquet Canal. Nous sommes avec deux experts. Nous avons Yapi Guillaume, éducateur et parent d'élèves, qui est là. On va l'applaudir. Tonton Yapi. Yapi. Alors, comment ça va, Yapi Guillaume? Ça va très bien. C'est un sujet qui te parle forcément. Oui. Parce que tu rencontres... Oui. Ma fonction me donne toujours de vivre... les enfants dans toutes leurs facettes. Dans toutes leurs facettes. Waouh, d'accord. Donc, on va en parler. Ben, on est très heureuse de t'avoir. Faut dire les vraies choses, tu as compris? Okay. Pas avoir peur. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, nous avons aussi Bayou Donald, inspecteur d'orientation. Bayou Donald, qui est d'ailleurs un grand fan des femmes d'ici. Waouh. N'est-ce pas? Donc, parce que tu disais que tu regardes ça tout le temps, et même en replay et tout. Je rate même souvent, comment on appelle, le service, même, je vais toujours en retard. Oh, merci d'abord! Mais c'est bien! Vraiment, tu mérites des gros bisous. Tu mérites des bisous de la part de Yasmine. Non, ils vont même un barrage de
mais c'est vrai. Ah là, il y a des bisous, on fait plus n'importe quoi. Mais si, alors moi, je te fais un gros bisou parce que franchement, très bien, très, très bien. J'adore. Et lui aussi, bisou, là, il t'a attrapé. Bébé, oui, tu l'as attrapé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme monsieur Petit déforme. Ah, mais moi, il y a ta vallée, hein. C'est son mince qui aime les personnes. Je t'ai dit. Alors, Alors, Bayou Donald, tu es conseiller d'orientation. Inspecteur d'orientation. Inspecteur, pardon, d'orientation. Et donc, tu es habitué à tout ça. Oui, c'est un bon sujet. Il faut dire que on vient les élèves, on vient les enfants. Donc, c'est notre quotidien. Donc, je pense que la suite va nous déterminer. La suite de l'émission va nous déterminer. La suite de... Voilà, on va en parler. D'accord. D'accord. Très bien. Alors, les filles, est-ce que vous avez été des adolescentes rebelles? Bon, je sais déjà de ce côté-là comment ça s'est passé. Mais je vais commencer par Aurélie quand même. moi, j'ai été semi-rebelle. Légèrement rebelle. Légèrement rebelle. Légèrement C'est-à-dire qu'à un moment donné... légèrement vierge. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu très, très peur de mon père. Ouais. Et mon père même était directeur d'école, hein, à l'époque, au 220, une école très connue. Donc, ça fait que j'essayais quand même de rester, tu vois, assez droite. Bien sûr. Par contre, c'est vrai que j'ai un peu fatigué la maman, parce que souvent, quand la maman a un certain âge, quand tu as 14 ans, tu sais, et puis en plus, les parents étaient séparés à cette époque-là, donc j'habitais chez maman en semaine, et puis les week-ends chez le vieux et tout. Mais c'est vrai qu'à partir de 14-15 ans, tu as toujours tendance à répondre à tes parents, surtout à ta maman et tout et tout. Mais je faisais toujours l'effort d'avoir la moyenne. Parce que je savais que si je n'avais pas la moyenne, quand on m'envoyait chez mon papa, d'ailleurs, on m'envoyait chez mon papa une fois, en 4e, parce qu'il m'a redressée, je n'ai plus jamais recommencé de ne pas avoir moyenne dans ma vie. Wow. Donc, du coup, ça fait que j'étais quand même respectueuse. Hein, j'insultais pas mes parents, j'ai toujours été très respectueuse, mais quand même, on a tendance un peu à répondre à la maman de temps en temps, quoi. Mais ça s'est calmé maintenant, enfin, je pense. Alors, dis-nous, la D-Juice. Moi, j'étais un ange. J'étais un ange et je le suis toujours d'ailleurs. Non, je rigole. Ange mi-démon. J'étais un petit démon. Non, c'est vrai que petite et début d'adolescence, ça allait encore. Parce qu'on te patrassait correctement. Donc Je te dis. tu restais correct. Mais c'est vrai qu'à partir de 14 ans, vraiment, c'était full rébellion, quoi. C'est que quand maman parlait, je claquais la porte en mode... Tu vois dans les films, là, quoi. Et j'avais l'impression surtout qu'elle et moi, on ne parlait pas le même langage. En fait, elle voulait des choses, je ne comprenais pas. Donc, c'était vraiment une grosse incompréhension. C'était tout le temps clash avec elle. Bon, tout le temps, on me giflait, mais bon, voilà. Et puis, je suis partie à l'internat. Et à l'internat, il faut savoir que moi, franchement, je ne voulais jamais qu'on dise l'enfant de un tel est comme si, en parlant de mes parents. Du coup, je restais correcte. Mais un jour... Bon, je vais... Fais sortir les papillons. J'avais un groupe de copines. On s'amusait à faire un peu chier les éducateurs et tout. Et en fait, je vais vous expliquer. Okay. Le dortoir, les fenêtres du dortoir donnaient sur la maison de notre éducatrice. Et un samedi, on avait tout planifié, on devait sortir et tout ça. Et là, on avait une maîtresse qui restait avec nous dans le dortoir. Elle a pris la clé du dortoir, alors que nous, on s'était entendu avec sa collègue. Elle a pris, elle a mis ça dans son soutien pour aller dormir. Soirée, ça va. On ne pouvait pas laisser. Donc, ce que je vais dire là, je ne veux pas que quelqu'un répète ça, reproduise ça et vous dire en même temps. On a attaché les draps et on a jeté les matelas en bas. Puis on a escaladé. Wow. Non. Et tu es au 4e étage aussi. C'était vraiment en hauteur. Hein. C'est donc. C'est grave. Et on est descendu. On est allé faire notre soirée. Voilà. Déjà, l'éducatrice a appelé son mari et ses enfants venaient regarder les filles là. Donc le lendemain, on a fini de faire chaud, on dort. On vient nous réveiller. Soré et son groupe. Vous savez, escalader. Quand Soro et son groupe, c'est elle qui est chef de gang. Que vous avez escaladé le dortoir, moi, madame, où sont les preuves? De toute façon, on a discuté le jour. Elle dit, c'est moi, allez-y. Mais tu as réussi à remonter? Non, quand on est venu... c'est le matin. Quand on est venu le matin, on s'est caché en salle d'études. Et quand la mauvaise maîtresse l'a ouvert le dortoir, on a couru pour aller se coucher comme si on n'avait rien fait. On a vécu des trucs. On a quand même fait les 400 coups aussi. Mais au moins, tu travaillais bien à l'école. Ah oui.
Ce que ça coûtait, c'est le choix. C'est-à-dire en fait que c'est le genre d'élève où tu fais les 400 cours, mais quand tu rentres, tu travailles, tu as moyenne. Pendant que toi, ton ami avec qui tu as fait le show, là, lui, il n'a pas moyenne. Après ça, j'ai eu vraiment honte de moi, en fait. Je me suis dit, non, c'est pas dans ça qu'on doit te... C'est pas avec ça qu'on doit te remarquer. Et tout. Donc, je suis rentrée dans les rangs correctement et j'ai... En tout cas, tu as fait ton show. Tu vas nous dire tout ça tout à l'heure. C'est quoi? Qu'est-ce qui faisait ça? Tu vas nous dire aussi. Qu'est-ce que ça renfermait, surtout? Je sais même pas. Non, il est ça que. Elle, c'est pas chef de gang, c'est le créateur de gang. L'initiatrice de la rébellion. Oui. Je faisais partie d'un gang. FRC. Il s'appelait les Calus Blackus Gangsters de la Riviera Golf. Et notre base, c'était le Bronx, au terrain. Pour ceux qui me regardent, ils vont se reconnaître. On m'appelait la Zéa. C'est-à-dire la métisse ou bien Digri Pong. La voix en forme. Là, il était bon. Et puis quand je volais un peu l'argent du papa. Hey, papa, pardonne-moi, tout ce que j'ai fait. J'ai trop volé ton argent. Quand je prenais l'argent de mon papa, quand j'ai dit la pompe, il met la main dans la poche comme ça. Et puis j'enlève l'argent, tant il ne connaissait même pas la valeur de jetons. Et puis j'ai fait des fugues. J'ai trop fugué. Quand je sors, le vieux me frappe. Un jour, j'étais saoulée, j'étais fatiguée. Je me levais même le dit qu'il a dormi devant sa porte. Il n'ouvre pas, il sonne, il n'ouvre pas. Non, mon papa aussi, c'est un Django. Hein. Il est monté sur chaise, il a enlevé comment on appelle ça, la sonnerie, là. Il dit, je suis rentré dans où il y a compté, puis il a coupé le compteur. Toute la climatisation était dans la maison. J'ai gâté mon petit frère, ma petite soeur, ma maman, mon papa. Ils ne peuvent pas dormir sans climatiseur. Ils sont venus m'ouvrir, ils m'ont frappé. Quand ils sont venus, quand on te frappe, tu penses au soir, c'est que le DJ a annoncé là. Qu'est-ce qui va se passer le soir? Donc, c'était une affaire comme ça. Vraiment, j'étais rebelle. Au point où à l'école, on me faisait voir la psychologue de l'école. J'ai dit, mais attends, psychologue, c'est pour dire. Psychologue, mais il est mélangé quand même à déposer. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Et puis, au fil des années, les parents ne voulaient pas que leurs enfants me fréquentent dans le quartier. J'étais un peu comme la bête noire du quartier. J'étais toujours en bad boy. Je ne m'habillais jamais en femme. Donc, c'était Dockside, Vans, jeans. Pour ceux qui m'ont connu, chemise. J'étais un peu une grosse ziguée, quoi. Mais pourtant, ma famille, j'avais chauffeur, voiture à l'école, dans les écoles françaises, les écoles les plus chères. Mais il y avait le côté ziguée, comme les métis aiment le côté ziguée. Et puis, un jour, par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus a sauvé ma vie. C'est pourquoi je suis assise sur une femme et votre rouge à lèvres est un bout doré maintenant. Bravo! Toi aussi, tu vas nous dire ce que ça cachait, ce que ça renfermait. D'accord? Alors, je vais passer à vous. Je vais commencer par toi, peut-être Yapi. Est-ce que toi-même, au-delà, avant de parler des enfants à qui tu as affaire, est-ce que tu étais un adolescent rebelle? En fait, je pose ces questions pour qu'on sache si vraiment tout le monde doit passer par cette étape-là, si c'est une étape nécessaire dans la vie d'une personne. Bon, enfant rebelle, je ne dis pas que je l'ai été. Je l'ai été, mais seulement que nous étions à Beauville. OK. J'étais chez ma grande sœur, son mari, et je découvrais pour la première fois les auto-tamponneuses. Vous voyez de quoi il s'agit, là? Bien sûr. Il a trop fait ça quand les voiturettes, manèges, là. Quand les manèges viennent au quartier, on n'a pas de voilà. D'accord. Et donc, la société faisait le tour de la Côte d'Ivoire. OK. Voilà, donc ils étaient arrivés ils sont arrivés à Beauville. Et ça me fascinait tellement que je ne pouvais pas rester à la maison au moment où ça se passait. Ouais. Et c'est seulement le soir, vers 18h, que ça commence pour finir tard la nuit. Et moi, je profite de toutes les failles de la maison, je sors. Je regarde. Je ne monte pas parce que je n'avais pas d'argent pour monter, mais je regardais, j'étais émerveillé. Et puis, j'ai fait une première fois, une deuxième fois. Ma grande sœur ne savait pas. Je crois bien que c'était à la troisième fois. Parce qu'à chaque fois, quand je viens, je réveillais les gens, ça les énervait. Donc, ils avaient commencé à en parler. Et donc, elle m'a récupéré. Chicoté. À l'aise même. Mais... Ça blanc. Non. C'était rien que ça. Je m'en vais encore. Si ça pouvait frapper son pensée que... non. Mais c'est ça aussi qui... Wow. Je suis reparti. Ouais. Mais le spectacle est tel que... Non, le peu qu'on Le jeu en vaut de la chandelle. Le patron en vaut la chandelle. C'est bien dit. Et je suis reparti.
le soir, quand je suis venu, elle m'attendait. Ah oui. Elle m'a récupéré encore. Et là, son mari est venu. Il dit non, bon, c'est quelqu'un qui ne tape pas, hein, son mari. Non, il faut lui parler, il va comprendre. J'ai dit, hey, il faut me parler. Il faut me parler? Il faut me parler comme ça? Ah, tonton, bienvenue au Koweït, c'est bien ça. Il faut me parler, d'accord. Et ça, c'était tes tout petits Non, mais ça va, tu as un an. j'avais... Pardon. Non, pas un an. Bon, Mais tu n'avais pas ta petite go encore déjà, non? Non, à ce moment, j'étais au CM1, CM2. Ah, t'as commencé tôt aussi. Hein. CM1, CM2, là, CM1, CM2. Voilà. Non, nous, on ne faisait pas CM1 à 8, à 10 ans. Hein. Ah, c'est vrai. Voilà. Ouais, CM1... à 15 ans. Non, pas à 15 ans. 12 ans. 12 ans. 13 ans. D'accord. Mon chéri. Très bien. On aura l'occasion de développer. Alors, Bayou Donald. Quelque chose sur l'adolescence, rapidement? Oui, moi, c'était juste au CP1 parce que j'étais chez ma grand. Ça, c'est pas adolescent. C'est pas adolescent, c'est ça. C'est lui qui a 15 ans. CP1, on avait 8 ans. Hein. C'est vrai. Voilà, OK, donc on dit enfance. Voilà, enfance, voilà. Mais bon, après ça, j'ai été tout le temps chez les tuteurs. D'accord. Donc, la seule façon, le seul moment où j'ai été un peu rebelle, c'est en classe de terminale. Parce que j'ai fait la terminale C au lycée moderne d'Agboville. OK. Et donc, c'était à Beauville aussi. Ah, d'accord. OK. Voilà. Mais c'était ça sûrement bien avant lui. Hein. Voilà. Moi, j'étais en 72, là-bas. Voilà. Ah oui. J'ai pas de 2000. En 2000, OK, Voilà. d'accord. Donc, on a chargé avec des sujets, des exercices de maison, et puis les devoirs de classe, tout ça. Et madame le proviseur, paix à son âme, madame Sibaï, elle a proposé un bac blanc. Donc, j'ai créé un groupe. On allait mettre, vous voyez, l'huile de moteur sur tous les bancs. Vous allez vous asseoir pour composer. Maintenant, il n'y a plus compo. Ouais. Donc, après, je suis allé lui dire, madame, elle a dit, celui qui a fait ça ne va pas avoir le bac. Donc, j'ai eu peur. Je suis allé lui dire. Ouais. Je dis, madame, c'est moi. C'est moi. Ah, au moins, tu as peur de quelque chose. Elle dit, bon, après tes camarades, vous allez nettoyer les bancs. C'est comme ça qu'on n'a pas fait le bac, puis bon, après, on a eu le bac. Le bac, c'est mention. Waouh. Donc, voilà, donc pour dire qu'on a tous vécu cela. Alors, t'as pas dit pour toi aussi. Hein. Oui, mais en fait, vous savez, moi, j'ai pas été très rebelle, en fait, parce que mon papa était tellement dur, il nous chicotait. Donc, on a toujours été dans les rangs. C'est vrai qu'à Yam Sokro, moi, tout ce que je faisais, c'était beaucoup de cinéma. Quand je dis cinéma, c'est-à-dire que je blaguais les gens, je faisais croire des choses, tu vois. En 6e, par exemple, je disais aux gens que je tirais les cartes. Donc, c'est moi qui étais devenue comme la sorte de matrone de tout le lycée Momi Adjoa. Les gens venaient raconter leurs histoires. Voilà, je sors avec telle personne, il a fait ça, je sors avec le proviseur, je sors avec... Donc, je connaissais l'histoire de tout le monde dans le lycée. Non, tu fais tarot, quoi. Il y a longtemps que tu as dans Voilà, il y a longtemps, une marmailleuse. Voilà, en fait. Donc, j'avais un livre où je tirais les cartes. Donc, je savais que le proviseur avait quelque chose, je savais que si, je savais bon, tiens, même le proviseur venait chez toi. Je savais tout. Parce que je disais des choses qui apparemment étaient vraies, en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je faisais. Il y avait un livre pour ça, voilà. C'est des imaginations. Et donc, ça fait que je n'étais pas dans beaucoup de bêtises. Puis, on me voyait comme... C'est pour ça qu'on m'a appelée la diva dès le lycée et tout. Parce que, voilà, c'est moi qui avais le secret de tout le monde. Et comme je ne le disais pas, non, ils étaient contents. Mais j'avais beaucoup de faveurs aussi. Le proviseur ne peut pas parler sur moi. Le professeur ne parle pas. Mais ça, c'est clair. Parce que le dossier de tout le monde. Voilà, c'était un peu ça. Mais par contre... Une fois, ce dont je me souviens, c'est quand je suis partie en week-end, je devais rentrer, je ne suis pas rentrée. Je prends j'appelle mon truc, la directrice de l'école, de l'internat, puis je fais ma voix comme ma voix de ma maman. En fait, moi, c'était ça mes trucs. J'étais toujours dans mes films, voilà, j'appelle. Allô, Madame Kokoré, c'est la maman de Kadi. Elle dit, je ne sais pas où elle est. Il faut la chicoter, cette fille. Quand elle vient, voilà, moi, je suis en voyage. Elle dit, c'est pas grave et tout ça. Si elle vient, on va parler. Donc, quand je viens, ta maman m'a appelé. Je dis, Seigneur, je suis foutue au moment où t'as appelé. Elle dit, non, elle dit, t'étais frappée. Je dis, pardon. Tu vois, moi, c'est des choses comme ça que je faisais. Mais voilà, mais j'étais pas très, genre, gangsta. On a falsifié signature. On a falsifié bulletin. Non, moi, ils m'ont chicoté dans ma vie. Alors, est-ce que vous savez qu'à force de raconter nos anecdotes, on est déjà à la pub. On est déjà à la pub. On va à la pub et on revient. D'accord. De retour
retour sur le plateau des femmes d'ici avec Yapi, Guillaume et Bayou Donald. qu'on va applaudir. Et maintenant, entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais d'abord voir, est-ce que l'adolescent rebelle, est-ce que la rébellion des adolescents, c'est normal? C'est un passage obligatoire. Si on n'a pas fait ça, on va peut-être le faire plus tard quand on sera adulte. Parce qu'il y a des gens qui disent que quand tu n'as pas passé une certaine période en tant qu'adolescent, plus tard, tu te rattrapes. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Bon, alors, je dirais que il faut comprendre l'adolescence. Ouais. Il faut savoir ce que c'est que l'adolescence. C'est quelle, disons, étape de la vie d'une personne. C'est pendant l'adolescence que les personnalités s'installent à la personne. C'est un peu comme quelqu'un qui arrive devant un portail et puis il y a plusieurs couloirs. Voilà. Et il doit choisir des couloirs. C'est en ce moment-là que la personne se sent, veut s'affirmer. Voilà, veut s'affirmer, voilà, son identité, à la recherche de son identité. Et étant donné qu'à ce moment, la personne vit avec ses parents, les parents voient toujours en cette personne un enfant. Donc, ils continuent de dicter les choses. C'est vrai. En lui, il y a une transformation qui, de façon naturelle, lui demande de se défaire de l'étau des parents. C'est à partir de quel âge, l'adolescence? Bon, l'adolescence, c'est 12-13 ans. 12-13 ans. D'accord. Déjà, en ce moment, vous les femmes, déjà, quand on vous regarde, c'est avec un autre œil. Le garçon, c'est encore plus caché parce que, bon, ça, c'est les duvets qui commencent. Mais la fille, déjà, la poitrine... Le tonton là, monsieur, les duvets. Alors, voilà. Donc, ce stade-là est très, très, très critique dans la vie d'un homme. Ouais. Alors, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu des parents dont des enfants ont fait une... Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils savent quoi son Une partouze. Ah, d'accord. Non, pas de partouze. Mais quoi? Non, Ils ont fait quoi? parce qu'avec ce qui se passe Non, dans pas de certaines partouze, écoles, mais Ils ont fait quoi? un enfant d'à peu près 12 Aujourd'hui, il est très sexuel aujourd'hui. non, absolument pas. Tu as parlé de l'extase, le 7e ciel, les partouses. Est-ce que Le week-end a été comment? Écoutez, Tu as passé une bonne nuit, on dirait. D'accord. J'ai très bien dormi. Oui. Merci, monsieur. Alors, C'est vrai que, entre parenthèses, c'est un sujet, on a vu des vidéos, sûr. même quand on était adolescent, des vidéos de scandales. Moi, ça, j'ai jamais vu. Si, ça Moi, j'étais femme-garçon. dans certaines... Si elle a raison, ça existe. alors, donc, je disais aux parents que l'enfant, arrivé à un certain âge, on ne cherche pas à le barricader. Mais on cherche à l'encadrer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que les enfants ont fait? Ah bon. Il y a un qui s'est mis à raconter des histoires de relations sexuelles, que lui, il aurait un autre père, policier, qui coucherait avec une cousine, après l'avoir menotté. Il imaginait des choses. C'est pas très loin. C'est pas mal, hein? Peut-être qu'il va être scénariste plus tard. Donc, alors, lui, il a rassemblé ses camarades, il leur racontait ça. Et puis après, quand ils sont arrivés en classe, les gens, ils étaient portés sur cette affaire, au lieu de suivre les cours. Et ils étaient en train de faire le commentaire, et le professeur, il a entendu ça. Les enfants aussi, ouais. Bon, franchement, hein, donc on est tombé des nues. Bon, mais donc on a dû convoquer les parents. Illico presto pour mettre sur ça s'est passé hier, donc ils sont venus. C'est après les avoir reçus là que je suis venu. D'accord. Donc voilà, donc il faut savoir accompagner l'enfant. Ouais. Il faut savoir que c'est une étape où l'enfant est à la recherche de son identité, donc c'est normal qu'il y ait des C'est normal qu'on passe par là, mais alors il ne faut pas les laisser aller, il faut les encadrer, les guider. Voilà, tout à fait. Ben, en espérant qu'ils se laissent guider. Ouais. L'enfant, il avait quel âge? On veut faire un peu celui-là, ouais. Quel âge pour parler de menottes? 12 un peu ans à maso, peu déjà. près. 12 ans? 12 ans à Ah peu bah, près. il a l'esprit. Hein. Ouais, ça dépend de ce qu'il voit à la télé aussi. Hein. Oui, justement. Ça dépend de ce qu'il justement, il a dit qu'il regardait des films porno. À 12 ans? Là-haut. Waouh! À 12 ans, c'est... Mais oui, il regardait des films porno. Ah, les Dorsiliens. Alors, son grand-père, chez qui il est, a reconnu qu'il a un ordinateur à la maison.
il lui montre les sites sur lesquels il peut faire des recherches en mathématiques, en ceci, en cela. Mais lui, au lieu de... L'enfant, lui, va de l'autre côté. Mais qui est fou, franchement? S'il y a ça et puis il y a ça, qui va aller chez Moi, je sais comment on les appelle, les dorcéliens. Ben oui, j'imagine. Les bébés Malheureusement, il n'y a pas de suivi. Ça, c'est yash. Mais en tant que parent, vous dites qu'il faut guider. Mais comment on peut guider un enfant? Parce que c'est vrai qu'à un certain âge, quand on va... Moi, mes 2 garçons, ils vont bientôt rentrer dans l'adolescence. Oui. On se demande, tu vas parler. Ils vont te dire, oui, maman, vas-y, parle toujours. Tu vas essayer de l'enfermer à la maison pour l'empêcher de voir ses amis. Il va chercher en tout cas un moyen de sortir pour fuguer. Donc, quelle est la meilleure manière en tant que parent de pouvoir guider son enfant afin qu'il puisse avoir au moins une trajectoire quand même assez équilibrée? D'accord, vas-y. Oui. Moi, je pense que c'est le suivi. Il faut le suivre et puis bon, il y a des règles, il faut lui imposer certaines règles. Ouais. Voilà, il faut le téléphone, par exemple, il y a un âge pour le téléphone. C'est quel âge? Bon, je me dis qu'un enfant qui est encore au lycée, voilà, le téléphone, c'est pas encore une obligation. L'Android. Lycée, au lycée, tu vas dire... Donc, je me dis qu'à 14 ans, à 13 ans, 14 ans... Tu veux dire peut-être le premier cycle? Au premier cycle, de la 6e, parce que 4e à peu près, peut-être. Oui. Parce qu'aujourd'hui, franchement, avec notre génération... Bon, je me dis que le téléphone peut servir que pour l'appel. OK. C'est mieux de payer Jomolo. Voilà, comme elle dit. Mais qui va prendre Jomolo alors? CE2, elle avait un téléphone, mais c'était vraiment, comme elle dit, là, c'était un téléphone. Voilà, juste pour appeler. Il n'y avait pas d'accès à Internet. Ouais. Donc, c'était vraiment pour appeler en cas d'urgence à l'école et tout ça. Ouais. Ça, c'est ta petite sœur en ce moment? Oui, ma petite sœur en ce moment. Okay. Non. À l'époque. À l'époque. Là, elle a 19 ans, elle a eu son bac, il n'y a pas de problème. Ouais. Elle a son téléphone. Mais à l'époque, elle était en primaire, mais elle avait un petit téléphone pour pouvoir la joindre et tout ça de temps en temps. On ne sait jamais ce qui peut arriver, en fait. Parce que le téléphone, je le disais, je donnais cours dans un lycée privé, je vais taire le nom. Voilà, j'ai surpris des élèves. Voilà, j'étais professeur, en fait. Ouais. Voilà, voilà. Et donc, j'ai surpris 2 élèves, enfin, 2 filles, qui sont en train de regarder dans leur téléphone, sous la table. Ben, regardez ce qu'elle disait tout à l'heure. Les dorcéliens. Voilà, pornographique. Ah, ça. Deux femmes et puis femmes, quoi. En réalité, 2 filles. En réalité, ça, c'est un problème. Ouais. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on va essayer de voir, peut-être si on va faire une émission. Et tout, parce que même moi, il y a pas avant-hier, mon fils qui est au CP1, il marchait, il revenait de l'école avec une fille qui est la voisine. Oui. Et quand il marchait, la nounou était derrière, et la fille est en train de lui dire que oui, dans la télé, il y a Miraculous, il y a Ladybug et puis Chat Noir qui font bisous sur la bouche et ils mettent la langue. Bon. Elle est au CP1. Mon fils est au CP1. Donc quand je suis rentrée quand ils sont arrivés à la maison, la nounou a dit non, Toti, il ne faut plus regarder Miraculous, sinon qu'à regarder le livre de la jungle. Je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là ils vont me raconter. Donc je lui ai dit mais toi là, Imran, viens ici. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il m'a dit, oui, c'est elle là qui a dit que Chat Noir et puis Ladybug font bisous sur la bouche. Mais moi, je n'ai rien dit, parce que je sais que si je dis là, ils vont venir te dire. Je dis, bon, très bien, ça au moins tu le sais. Mais voilà, il ne faut pas parler de ce genre de causerie là avec elle et tout, tu vois. Mais je veux dire, aujourd'hui, là, c'est un problème parce que même dans les dessins animés, c'est dedans. Oui. C'est comme s'ils sont au courant dès l'enfance. Mais Ladybug, tu dis là, c'est 2 go qui se tapent. Ladybug et Chat Noir. Bon, oui, elles se font ça. Mais le problème aussi qu'il y a, c'est que même si un enfant n'a pas un portable, son ami a un téléphone. Oui. Il y a un parent qui va donner un iPhone ou même un Android à son fils, mais l'enfant va venir faire regarder une autre vidéo. C'est dehors que ça se passe. C'est pour ça que je dis, mais on ne peut pas réellement contrôler, on ne peut que... Moi, je peux... Il faut causer avec les enfants, en fait. C'est ça. Il faut beaucoup causer avec les enfants. Ouais. Il y a des parents qui refusent carrément, qui mettent une barrière entre eux et l'enfant. Parce que les enfants, ils sont petits. Ouais. On les voit petits, mais ils sont grands dans la tête. Ah ben oui. Elle a dit, les émissions qu'on regarde, les films, les corps des petits, il y a plein d'images qui ne sont pas... Voilà. Moi, je me rappelle, ma fille elle avait 3 ans. J'ai quitté à l'école, au travail, et puis elle est venue, et puis elle appelait... sa nounou, elle lui disait, mais Cataline a embrassé Sébastien. Elle n'a pas dit qu'elle ne peut pas l'embrasser. Aujourd'hui, elle l'a embrassé. Voilà. Même temps, je suis rentrée, mais ce que vous regardez ici, les novelas là-bas. Mais j'ai dit que il y a des parents même qui prennent leurs enfants pour faire des challenges TikTok. Moi, je ne condamne pas ça. Mais pour dire que l'éducation d'aujourd'hui n'est plus la même. Ouais. Où l'enfant l'avait dit, tu t'amuses, tu mets les dents au chaud. Ça existe. Maintenant, moi, personnellement, en tant que fille qui a été très rebelle, je peux dire que la rébellion peut venir il y a 2 facteurs. Soit tu n'as pas une figure paternelle à la maison et la maman ne peut pas éduquer tous les enfants, ça devient difficile. Donc,
vous êtes livré à vous-même. Et quand c'est comme ça, il y a un manque dans ton cœur, mais que tu ne peux pas exprimer. Non, soit s'il y a un oncle encore qui vient à la maison, il peut être le tonton, mais si c'est les oncles, les tontons paresseux qui n'aiment pas chercher travail, là, vous l'avez tellement critiqué que tu ne le respectes plus. Mais il y a ce problème. Et puis il y a aussi la violence conjugale entre les parents. Quand le papa et la maman, il y a la violence conjugale, ça fait que l'enfant est habitué aux cris. Il y a tellement de cris qu'il est traumatisé. Et quand il est traumatisé, il sort. Quand il sort, il ne peut plus être dans son environnement de l'école. Il est obligé de chercher des vagabonds, peut-être dans le quartier, qui va marcher, qui vont le comprendre. Parce que aussi, ce sont comme des enfants rejetés, ce sont comme des enfants de la rue. Donc, quand il est avec eux, il se sent à l'aise parce que les conversations ne sont pas les mêmes. Tandis qu'avec les autres, il est un peu gêné parce que l'autre va dire, imagine, il y a la violence conjugale chez toi, puis tu vas chez ton ami, tout va bien à table, il est le papa, maman, ça va, ça s'est bien passé à l'école, ça va, Didier, aujourd'hui, ça s'est bien passé, ta maman va bien, ton papa va bien. Tu vois l'enfant à l'aise, je vais demander la permission à maman. Donc, ce n'est pas le fait de tout avoir, mais c'est l'atmosphère qui règne dans la maison qui rend l'enfant rebelle. Au-delà de l'atmosphère, c'est vrai que les points que tu as évoqués sont très justes, mais moi, par exemple, dans mon cas, moi, j'ai pas vécu ni l'un ni l'autre, en fait. J'ai pas eu de violence et non pas l'absence de papa. Mais par contre, j'étais différente. Ça veut dire que moi, déjà petite, je voulais savoir pourquoi on m'interdisait les choses. Pourquoi ça, c'était pas correct, pourquoi je ne devais pas faire ça. Et quand il n'y avait pas d'explication, je faisais. C'est ça. Parce que si tu veux pas me dire, c'est qu'on va tester. C'est ça. On me disait pas. Et j'avais... Le papa, c'était le papa cool et la maman qui était dure. Et étant donné que c'était avec maman qu'on était à la maison, donc... On te parle, tu ne veux pas écouter, maman a envie d'imposer sa loi à la maison, toi, tu n'écoutes pas. Donc, c'était vraiment des conflits. Mais parce que moi, j'estimais qu'on ne comprenait pas quelle personne j'étais. Je n'étais pas comme mes frères. Mes frères, tu leur disais, mets-toi ici, ils se mettaient là sans discuter. Mais moi, je voulais comprendre. Même en matière de tenue vestimentaire, quand on m'achetait des grosses robes, je dis, je ne veux pas porter grosse robe, elle ne derrière. On me frappait, je portais, mais je disais que je ne voulais pas. On me donnait des habits, je découpais mes habits parce que je voulais que... En fait, j'avais une personnalité qui était vraiment différente. Et ma maman ne comprenait pas, et moi, je ne comprenais pas son éducation aussi, donc c'était compliqué. C'est ça. Je pense que c'est une question de personnalité. Ma petite à New York. Alors, quel est l'impact, justement, dans le milieu scolaire? Quel est L'impact, c'est-à-dire de tout ça, quand l'enfant est rebelle à la maison. Ah ben oui, c'est dévastateur. Hein. Ouais. C'est vrai. Dévastateur. La journée, sinon cette émission ne suffirait pas pour en parler. Alors, déjà, elle a commencé à parler des causes, tout ça. Alors, moi, quand j'ai commencé dans ce milieu, moi, j'étais carré. Hein. J'étais carré. Je dis, un enfant, il doit respecter ce qu'on lui dit, et puis c'est tout. Et puis, c'est en allant, j'ai compris que dans ce mauvais comportement, il y a un message. Alors, il faut les approcher pour comprendre ce message. C'est ça. L'enfant, beaucoup plus, il fait des bêtises pour attirer l'attention. Ouais. Donc, quand tu vois un enfant qui se braque devant une grande personne, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, chaque enfant a un dossier. Quand c'est comme ça, je l'appelle à mon bureau, je prends son dossier et je regarde. Je vous assure, pour 90% de ces cas, ce sont des enfants qui vivent dans des foyers monoparentaux. C'est ça. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ce sont des enfants qui vivent dans les foyers monoparentaux. Ce qui veut dire en français, voilà. Ce qui veut dire que soit il vit avec la mère, soit il vit avec le père. Le père et la mère ne sont pas ensemble. Mais dans ça, s'il vit avec la mère, si vous prenez son extrait de naissance, vous allez voir que c'est la mère qui a fait sa déclaration. Ça veut dire que leur papa n'est pas forcément là, ou bien ils ne savent même pas qui est leur père, en fait. Voilà, justement. Ok, d'accord. Et donc, l'enfant qui prend conscience de ça est choqué dans un premier temps. C'est ça. D'accord. Il a l'impression qu'il a un enfant abandonné, un enfant et donc, tout de suite, il se braque contre les hommes. Ouais. D'accord, je vois. L'autorité. Et donc, toi, en tant qu'homme, si tu veux agir, si tu veux lui imposer quelque chose, tout de suite, il te fait de l'impolitesse et tu ne comprends pas. Bien sûr. Ouais. Et ça, c'est très dangereux. Et quand c'est comme ça, il faut savoir l'approcher, lui parler, et puis il va se lâcher. Il va dire des choses.
Il va dire des choses. D'accord. Voilà. Je pense que ce que le doyen a dit, voilà, pour compléter, il faut dire que le comportement des enfants aussi provient très souvent aussi depuis le, comment on appelle? Le bas âge. Depuis le bas âge, pas forcément le bas âge, mais je veux dire depuis la conception même de l'enfant, du bébé. Okay. Voilà. Donc, je prends l'exemple d'une mère qui est enceinte, qui fume, qui est dans un maquis, et dans les coins où elle ne doit pas être. Voilà, tous ces éléments-là mis ensemble. Ce qu'on appelle très souvent en psychologie, faire l'anamnèse. Ça, c'est vrai. Voilà, il faut faire l'anamnèse de ce qu'il appelle tout le dossier. Voilà, c'est-à-dire voir dans le passé de l'enfant pourquoi l'enfant se comporte comme ça. Bien vrai qu'il y a le côté de la situation monoparentale, mais aussi il y a ce côté-là, cet aspect. Mais comment est-ce que la femme peut fouiller pour savoir ce qui se passait dans son ventre? Un enfant, dès le fœtus, mais déjà, il commence à... il entend. Vous savez que... Oui, il sera beaucoup plus rebelle ou pas? S'il y a du bruit, ça va impacter forcément son comportement. Je suis d'accord. Voilà, ça va impacter forcément son comportement. Voilà, donc très souvent, on va dans les petits coins, les bars de nuit, on voit les filles, elles sont enceintes, elles sont à l'aise, voilà, bon. Donc, elles auront un enfant brouillon. Mais je parlais tout à l'heure de conséquences à l'école, c'était vraiment grave. Toi, tes conséquences, les conséquences de tes actes. Parce que moi, au collège, je traînais avec des gens pas très recommandables, j'étudiais pas, voilà, donc ça se ressentait systématiquement sur mes notes. Et c'est pour ça que j'aime dire que j'étais un cancre. Moi, j'ai véritablement commencé à aimer l'école quand j'ai été première de ma classe en seconde. Je me suis dit, ah mais non, ma petite, c'est que toi, tu es une 10. Et surtout quand j'ai eu mon BPC, parce que je l'ai fait 2 fois. Et la première fois, je savais que je partais composer, mais je connaissais mon résultat. Je savais que je n'avais rien fait pendant l'année scolaire ou même avant pour mériter d'avoir mon examen. Donc, j'étais convaincue que j'allais échouer et ça n'a pas loupé. Mais après ça, j'ai été à l'internat et encore, fallait que, quand je suis arrivée à l'internat, c'était encore nouveau, il n'y avait plus les parents. C'était une situation qui était complètement nouvelle pour moi. Il fallait que je m'adapte. Donc, ça m'a pris le premier trimestre où j'ai eu encore une mauvaise moyenne parce que vraiment, c'était tout nouveau. J'étais complètement perturbée. Les gens étaient là depuis la 6e. Moi, j'arrivais en 3e. Les groupes étaient déjà créés. Enfin, c'était compliqué. Et donc, ça m'a pris un trimestre. Mais après, tout a commencé à rouler. Et puis, j'ai commencé à me dire, bon, faut savoir aussi que quand vous êtes dans une classe et qu'il y a des gens qui sont très brillants avec qui tu marches, ça te fouette un peu l'ego. Je commençais à me dire, mais c'est pas possible. Je ne peux pas être avec des gens qui ont des 14 de moyenne. Et puis, moi, je suis en train de traîner dans les 10, 11, quoi, tu vois. Ça te challenge, et voilà, ça te challenge. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à travailler. Quand j'ai eu mon BPC, c'est véritablement là que j'ai pris conscience qu'en fait, je peux m'amuser, mais je peux être aussi excellente à l'école. Et ça a commencé à faire la balance. Donc vraiment, sur les résultats scolaires, c'est vraiment difficile. Je voulais dire un truc. Oui, Aurélie? C'est vrai qu'en y pensant, je me rappelle qu'effectivement, à la période, comme vous dites, où mes parents étaient en train de se séparer, mes notes ont complètement chuté. Et au point où je n'ai même pas eu l'entrée en 6e, alors que j'étais brillante depuis le CP1 jusqu'au CM1. Mais du coup, ce que tu as dit aussi, ça m'emmène à vous poser une question, c'est que est-ce que souvent les enfants dans ce genre de situation dont les parents sont en pleine séparation ou qui traversent une crise, comme on dit, existentielle et de rébellion, est-ce qu'il ne faut pas, comme ce qui s'est passé avec Didja, les emmener à se retirer de l'environnement pour les mettre soit à l'internat, soit chez un tuteur, pour essayer de rattraper en fait ça? Est-ce que souvent ça peut aider? Pour moi, ça va encore empirer. Là. C'est ça, moi je suis totalement d'accord. Oui, parce que déjà, l'enfant voit ses parents en train de se séparer. Et puis, lui aussi, on va le séparer de ses enfants. De ses parents. De ses parents. Merci autant de moi. Mais ce qui serait véritablement l'idéal, mais malheureusement, il y a l'ego de chacun qui joue, et puis on pense que c'est soi qui ferait mieux pour l'enfant. Sinon, on devait faire un dépassement de soi. C'est vrai. On devrait faire un dépassement de soi, s'asseoir pour dire, bon, mais écoute, toi et moi, ça ne va pas, mais on a des enfants. Ces enfants-là, il faut sauver leur vie. C'est vrai. Bon, écoute, tu penses que tu peux les prendre? Ou alors, moi, tu me les laisses? Je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. Rien que ça, vous sauvez les enfants. C'est vrai. Mais malheureusement, quand cela arrive, il y a l'ego de chacun. C'est vrai. Et je suis en train de vivre ça encore avec les enfants. Toi, tu vis ça avec ta femme? Non, pas moi. Pas moi. Je veux dire, dans le milieu... Les enfants? Oui, j'ai un cas comme ça.
où il y a un tiraillement. Oui, chacun veut garder l'enfant et puis on se bat, on s'insulte. Et ça, à la fin... Dommage. Ouais. Mais puisque c'est difficile, hein. le papa appelle ça, c'est ton papa, il faut couper. Tu sais, ta maman, elle dit quoi? Tu es parti là parce qu'elle est un gars, tu es pas chez ton papa. Donc ça fait que l'enfant devient... Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne résout pas le problème parce que de toute façon, même s'ils se mettent ensemble et qu'ils se disent on va se séparer, il faut qu'on pense à nos enfants. Ils le font de façon calme. Mais n'empêche que les enfants vont aller vivre chez un. Ça revient encore à être une famille monoparentale. Oui, mais seulement que ça fait moins brusque. Ça fait moins brutal, je veux dire. Ça fait moins brutal. OK, le truc, c'est de tolérer le fait que l'autre soit présent dans la vie des enfants. C'est ça. C'est-à-dire que s'ils sont de bons termes, la maman peut venir à tout moment. Tout à fait. L'enfant sent que les parents sont de bons termes. Exactement. Voilà. Et quand ils sentent ça, je pense que c'est ça. Parce que les enfants, ils sont très observateurs. C'est vrai. Hein. Ils sont très observateurs. Et puis, non, le manque d'amour peut tuer un enfant. Ça, je suis d'accord. On va marquer une pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle des adolescents et des enfants rebelles. Nous sommes avec Bayou Donald et Yapi Guillaume. Est-ce que là, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire qu'il y a un phénomène aussi qui se passe. Lorsque on a des problèmes avec nos hommes, nous sommes des mères et le monsieur te laisse avec l'enfant, mais soit pendant la grossesse ou après, peu importe. La maman a un défaut. Quand c'est chaud et que l'enfant fait une petite bêtise, quand tu restes à ton papa qui a payé ça, moi, ton père, est-ce que tu as vu ton père acheter ça? Ton père n'a rien fait. Et puis, tu fais ça dans la maison. Tu ne dis pas ça seul. Soit il y a la servante, soit il y a un petit cousin, soit il y a même ton gars, dont l'enfant, il accumule, il avale. Il avale. Et puis, quand la mère est en train de refaire sa vie, l'enfant, ils se sont mis à part. Parce que dès que le monsieur te tient, attends, tenir un peu ta main, viens. Dès que le monsieur te tient la main, ou il te fait une petite caresse comme ça, l'enfant est touché. Surtout quand c'est un garçon, il a mal. Oui. Il a mal parce qu'il manque d'affection. Il recherche son papa, il recherche cette identité qu'il n'a pas. Et ce fameux monsieur est venu prendre sa place. Donc, c'est très délicat. Ouais. Il faut arrêter d'insulter pour dire ton père n'a pas fait ci, enfant battant, enfant chien. Ce sont des mots qu'on utilise beaucoup. Les mamans, là, il faut dire que la colère, et surtout les femmes sont très émotives. Oui, elles déversent beaucoup de choses. L'enfant te déteste cadeau. Non, mais c'est le message, il faut faire passer le message. En fait, celui qui doit rester avec l'enfant, doit faire passer un très bon message. Il ne doit pas dénigrer l'autre. Voilà, en fait, c'est ce qui... Parce que vous dites à l'enfant, c'est ce qu'il retient. Tu dis que ton père, vraiment, il est pauvre, il n'a rien, et voilà, c'est moi qui le fais. Voilà, l'enfant, il accumule, comme il a dit tout à l'heure. Il faut savoir communiquer avec l'enfant. Mais le problème, c'est que même l'enfant, quand il va grandir, même toi, le parent avec qui il a vécu, toi, tu es la première personne à qui il va faire vivre des misères. Bien sûr. Parce que... Quand toi, tu penses que tu as dénigré le père et qu'il est censé détester son père, souvent, il va aller rechercher même son papa, mais c'est toi qui vas faire vivre des misères. C'est le boomerang. Il va comprendre que, finalement, votre séparation... était ta faute. Voilà, parce qu'il va grandir. Alors, je voudrais... Oui, je voulais vous demander rapidement, est-ce que c'est vrai que souvent, les enfants un peu rebelles vivent avec leur mère? Mais est-ce que dans un autre cas, les enfants qui vivent avec leur père sont un peu moins rebelles que si c'était l'inverse? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Souvent, les papas, ils arrivent souvent à peut-être mieux gérer. Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que vous savez un petit peu? Bon. Allez-y. D'accord. Les cas que moi j'ai vécus, que je vis, il n'y a pas de... C'est pareil, quoi. C'est pareil. Ouais. C'est pareil, mais tout dépend de la manière dont le parent se comporte avec l'autre parent. Avec l'enfant. Alors, j'ai eu un cas où le père est venu, je l'ai convoqué. J'ai dit, bon, mais attends, ton fils, là, je ne comprends pas. Pourquoi il est aussi rebelle que ça? Pourquoi on lui parle? En fait, quand vous regardez l'enfant, son aspect, je m'en fous de tout. Quand vous le regardez, ça veut dire je m'en fous de tout. Alors, pourquoi un enfant à son âge peut avoir cette attitude? Alors, il y a une phrase que je n'aime pas entendre des parents. Il y a deux phrases, mais celle-là qui scie avec ce dont je veux parler, c'est « Mais il a tout à la maison, moi-même, je ne comprends pas. » Alors qu'il n'a pas d'amour, n'importe quoi. Il a tout à la maison, non. Il n'a pas tout. Non, il n'a pas tout. D'ailleurs, il n'a rien.
Exactement, il est vide. Quand tu me dis qu'il a tout à la maison, tu es en train de parler du matériel, du manger. Il n'a rien. Alors, quand il a fini de parler, j'ai dit, mais est-ce que vous êtes sorti ne serait-ce qu'une seule fois avec lui pour aller chez son oncle? Il me dit non. Chez sa tante? Il me dit non. Pour aller au glacier? Il me dit non. Ah. Est-ce que vous êtes une fois sorti avec lui pour aller faire les courses même de la maison? Il me dit non. J'ai dit, mais alors, qu'est-ce que vous lui donnez? Vous ne lui donnez rien. Une prison dorée. La nourriture. Mais oui, une prison. Parce que l'enfant, c'est pas de ça. C'est la nouvelle façon d'éduquer aussi, hein, j'ai l'impression. C'est que les enfants... On a l'impression que les enfants, ils ne demandent que le matériel parce que leurs amis ont ceci. Donc, les parents concentrent leurs efforts à trouver ce matériel-là pour les enfants et ils finissent par oublier l'essentiel. C'est ça. Je suis d'accord. Voilà, l'essentiel, pour compléter ce qu'elle dit, l'essentiel, c'est l'affection, en fait. Voilà, c'est ce qu'on leur donne. On a tout le temps dehors. Voilà. Je ne veux pas de moi, mais vous voyez, laissez. Mais oui, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, si tu étais dehors? Tu veux un lotus, tu voulais pleurer. Non. Parlons d'autre chose. Les gens qui nous regardent. Ah bon, d'accord, ok, ça marche. Voilà, donc je veux dire que c'est le manque d'affection qui peut occasionner très souvent ce genre de réaction. Tout à fait. Voilà, alors, à quel moment est-ce qu'on peut se rendre compte, c'est-à-dire quand on regarde son enfant grandir, est-ce qu'on peut détecter déjà les premiers signes d'indiscipline ou de rébellion qu'il pourrait faire même à l'école et tout? On ne peut détecter seulement que quand on s'intéresse à l'enfant. Or, le plus souvent, c'est parce qu'on ne s'intéresse pas à l'enfant qui devient rebelle de façon déclarée. Sinon, tout enfant est rebelle de façon naturelle, puisque voulant se défaire de l'emprise des parents. Maintenant, quand on est, comme je le dis, il faut savoir accompagner l'enfant dans ça. Il faut lui faire savoir qu'il aura sa liberté, mais progressivement. Il ne faut pas être brusque, il ne faut pas être brutal. Voilà, il faut commencer à négocier. Quoi. Voilà, à négocier avec lui. À faire des à un moment donné, quand il dit « Donne-moi l'argent, moi-même je vais aller acheter mon T-shirt », il faut lui donner. D'accord. Mais tu dis « Bon, je t'accompagne ». Par exemple. Au lieu de lui donner l'argent, va. Puis lui, ça lui va partir. D'habitude, c'est toi qui lui achètes ça. Maintenant que lui-même, il doit faire le choix, il dit, bon, mais attends, donc on va y aller, et puis toi-même, tu fais le choix, et puis j'achète. Il y a cette étape-là. Mais si tu sautes cette étape, tu lui donnes l'argent, tu es en train de perdre l'enfant. Moi, je pense que, pour répondre, il y a quelques cas, pas tous, il y a quand l'enfant commence à s'enfermer dans la chambre, alors qu'il est très jovial dans la maison. Après, c'est vrai qu'il y a des enfants qui aiment la lecture, c'est totalement différent. Ils ont besoin de leur espace, de leur petit temps. Mais si tu n'as pas donné cette éducation à ton enfant, que tu le vois chaque fois s'enfermer dans la chambre, quand tu lui parles sur son téléphone, on met... lui, il aime le téléphone. Ça a fait son téléphone. Vous ne rentrez jamais pour dire ça va, tu as bien mangé. C'est avec qui tu parles, qui sont tes amis, parle-moi un peu d'eux. À partir de cet instant, il faut commencer à avoir peur. L'enfant est en train de créer un monde qui est autre que le monde de la maison. Donc, il est comme s'il c'est l'hôtel. Il vient là manger, dormir, aller aux toilettes et sa vie ailleurs, en fait. Et là, c'est là où il commence à chercher cette identité avec ses amis. Si l'autre est mauvais, s'il est drogué, s'il est ceci, il va faire la même chose. Tout à fait. Alors, on a justement une vidéo d'une adolescente rebelle. Elle, je ne sais même pas si c'est la fille de Pablo Escobar. Elle a frappé son professeur parce que son professeur venait de la surprendre avec son téléphone sous la table. On va regarder cette vidéo. Au point où le monsieur, même, est paralysé, le professeur. On va regarder. She threw the phone. Bitch, you're not gonna talk to me like that. Oh my God. Put your hands on me, okay? I swear to God, if you don't get your hands, put your hands on me. Went off and pulled me down to the floor. I was in the hospital 6 days. The pain hit me and I was like, my leg, I can't move my leg.
Ah Alors, là c'est, là là. On plie, vous l'applaudissez. Alors qu'on applaudit. Aujourd'hui, le téléphone, c'est comme une drogue C'est ça. pour les enfants. Oui. C'est comme quelqu'un à qui tu retires de la drogue, mais il est malade, il est accro, il est fâché, il n'en peut plus. C'est ça, en fait. C'est ça. Et vous avez vécu, vous, en tant que professeur, en tant que surveillant, ce genre de situation? Bon, moi, je pense que moi, je n'ai pas vécu, mais j'ai vu un collègue qui a vécu un cas similaire comme ça. Mais bon, Qu'est-ce qui s'est passé? bon c'était des lycéens. Voilà, il a voulu arracher le téléphone de l'enfant. Encore un téléphone. Voilà, et l'enfant, à la sortie, voilà, A fait quoi? l'attendait avec donc ses amis. Et ils l'ont Ils l'ont frappé. Roué de coups. frappé, voilà, le roué de coups. Voilà, donc, Wow. il me dit que cela, ça, c'est... Ils ont tellement de liberté, ces enfants-là, Exactement. que vraiment, les professeurs même n'en ont même pas. Donc, ils se permettent beaucoup de choses. Voilà, donc c'est ce qui crée tout cela. Mais nous, avant, c'est vrai qu'au lycée, c'était interdit d'avoir le téléphone en classe. Oui. Donc, quand tu rentrais en classe, tu toujours même. fermais ton téléphone. Et même à l'internat, on n'avait pas le droit, mais on se cachait. Mais quand l'éducateur te supprime ton téléphone, il dit donne-la. Tu ne discutes pas. Bien sûr. mais- Tu donnes ton téléphone, en fait. Non, mais malheureusement, ça, ce sont des cas courants. Hein. Soit c'est l'éducateur qui est rabroué, soit c'est l'enseignant. Et il refuse carrément de donner. Ouais. Il refuse carrément de donner, mais on a remarqué que le plus souvent, c'est dans l'après-midi. C'est dans l'après? Midi. Après-midi que le cas commence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous arrivez dans mon bureau, vous allez voir les échantillons d'alcool. Sachez. L'alcool que les gens... Voilà. Ils sont en bois fumé. Voilà. Quand ils viennent le matin, ils n'ont pas le temps de faire ça. Mais à la récréation, bien, à la pause entre midi et 2, ils vont manger et puis ils consomment de l'alcool. Ils consomment des stupéfiants. Et ça, c'est quelle classe? Ah non, mais ça, c'est toutes les classes. C'est toutes les classes. Ouais. C'est toutes les classes. Si je vous dis qu'il y a... l'année dernière, on avait un gang de... Oui, je pèse mes mots, hein, d'élèves de 4e qui s'adonnaient à la casse des bancs, des tables bancs. Et pourtant, l'ossature est en fer. Hein. Waouh. Ils passent dans les classes et puis ils font tomber les bancs, ils sautent dessus, ils les cassent. Et puis ils sont Mais contents. c'est 4e. Mais je dis. C'est Ça 4e. fait peur, hein? J'ai dit. Voilà. Ils sont accros maintenant à l'alcool. Au point où on a failli en perdre un. Oh là là. Lui, il n'est pas habitué à ça. Hey. Il est sorti avec ses camarades. Ils ont une mixture là qu'ils appellent... Kadhafi? Non, pas Kadhafi. Le babadji. Raisin. Non, le reste. Oui, ils appellent ça raisin. C'est un mélange de koutoukou avec des colorants, tout ça. Et puis à la fin, ça a la couleur du vin. Ok. Mais ils appellent ça le raisin. Voilà. Alors, ça se vend dans les petites bouteilles d'eau minérale de 33 centilitres. Voilà. C'est ça, ouais, Voilà. c'est ça. Comme ça. Et donc, ils sont partis, ils en ont pris 3. Non, pardon, ils en ont pris 2, ils étaient 3. Il y a 2 qui sont habitués à les prendre. Eux, quand ils vont, ils prennent une bouteille, ils se la partagent. Quand ils sont partis chez eux, ils ont pris 2 bouteilles. Toi qui es nouveau, Et c'est toi qui veux pouvoir. toi, tu dis, tu prends une bouteille à toi seul. C'est impossible. Et ses camarades lui ont dit, non, mais attention, c'est très fort ça. Il dit, Non, c'est il rien, va on le me faire. connaît. Et il a pris. Quand ils sont revenus, à 14, il n'a pas fait le coup plus de 10 minutes. Comment maintenant? Il avait commencé à... Convulsé. Non, mais là encore, ça va. Il devait rentrer. C'est comme on lui a dit de sortir. Quand il est parti dans les toilettes, il y est resté jusqu'à 17h. Non. Tellement c'était À ce moment, on était à 14h. Il y est resté jusqu'à 17h. Quand ils ont fini les cours, les gars le cherchaient. Je dis, mais il est où? Il dormait dans Mais je vous assure. Il dormait dans les toilettes. Il s'était affalé Dans son vomi. là-bas. Non. Il n'a pas vomi, hein. Il était... Complètement. comment le dire? L'alcool a... Comment est-il? Oui, en coma, oui. Ah, c'est ça, il dit. Et au moment où on le soulève, on voit une grosse ouverture. Oula, il se Jésus, fait dans mal. le sang. Ouh là là. C'est affreux. Dans les toilettes, il n'y a rien là. Il n'y a rien de concordant, tranchant. de choses qui peut être tranchant. C'est lui-même qui se l'est Il s'est fait, cogné peut-être. la tête Non, contre mais vous allez le rebord comprendre après. Oui. Et quand on l'a fait sortir, on est venu m'appeler. Moi, je vais
je vois le gars, il est en train de mourir. Il convulsait, il n'y avait plus le noir de ses yeux, tout ça, il convulsait. Bon, donc, heureusement qu'il y a un centre de santé juste à côté. On le transfère là-bas. Le centre de santé, quand ils ne peuvent pas le prendre en charge. Ils ont délivré un papier ambulance à l'hôpital général de Port-Boué. Mais quand le père est venu nous raconter, il dit, mais lui, à un moment donné, pour lui, il avait perdu son fils. Parce qu'on a pu le relever à un moment donné, et puis il est retombé dans les pommes. Mince. Le taux d'alcool était trop. Waouh. Et ça, c'est de façon... Surdosage. Mais là, l'émission est terminée. Ce que je voulais dire depuis la carte. Il faut faire des campagnes choc dans les écoles. Je pense. Je pense que à chaque fois qu'il y a ce genre de cas-là, il faut peut-être filmer. C'est vrai que c'est vrai que c'est des ados, mais tant que ça ne te choque pas, tu ne changes pas. C'est vrai. Ou alors, quand ça va te choquer, tu vas te dire que je n'ai pas envie de vivre ça. Ouais. Parce que tant qu'on parle, c'est vrai qu'on dit de créer une relation de confiance avec les enfants, mais les enfants sont toujours dans l'expérimentation. Ils veulent toujours tester. Tout à fait. Et tant qu'il ne sait pas à quoi il s'expose réellement quand il teste, il va faire. Tu vas beau lui parler, demander après ses amis, essayer de créer cette relation de confiance-là, tant qu'il ne voit pas. Et je pense que ça aussi, ça doit être le rôle des parents et des éducateurs à l'école, de vraiment faire ce genre de campagne de sensibilisation-là, mais vraiment choquant. On va dire, oui, c'est déjà fini. On a, un dernier dit qu'il y a une école qui est à Angré, là, qui convoque, enfin, qui invite le commissaire, tout un commissariat, le commissaire qui passe de classe en classe pour sensibiliser les élèves. Ça, c'est bien, mais il ne faut pas juste parler. Il faut vraiment montrer des images chocs. Il faut montrer des enfants qui ont failli perdre la vie. Il faut montrer de vraies choses. Avec des images à l'appui. C'est ça. Je voulais dire que les enfants, quand on prend le téléphone, qui frappent les professeurs, là, en général, les enfants, ils disent, même mon père ne me parle pas comme ça. Même ma mère ne m'arrache pas ça comme ça. Mon gars, toi, tu es qui? Toi, tu es professeur, on te paye. Parce que les parents, même eux-mêmes, critiquent les professeurs. Ils ont combien par mois? Il est malade, si te touche, il faut déjà full. Donc, c'est pourquoi vos enfants font ça. C'est ça qui est la vérité aussi. Dire comme dernier mot? Bon, mais alors, je dis que c'est... Malheureusement, nous sommes à la fin. On n'a pas dit... Vraiment, il y a tellement de choses. Mais donc, on souhaite que les parents s'impliquent un peu plus davantage dans l'éducation de leurs enfants. Ne serait-ce que regarder dans le cartable de l'enfant. Au moins une fois dans la semaine. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il transporte beaucoup de choses. Nous, on retrouve des capotes, n'importe quoi dans le sac. Dans le sac. Et le parent ne sait même pas ce qu'il y a dans le sac de l'enfant. Bah oui. D'accord. Allez, une fois. À l'école. À l'école. Oui, à l'école, ça c'est sûr. Mais justement, la deuxième parole des parents que je n'ai pas dite, la première parole, c'était qu'il a tout à la maison. Mais la deuxième, quand... Merci. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Alors moi, je dis à l'enfant, si ton père ou bien ta mère te dit qu'il n'a pas le temps de venir dans ton école, c'est que ce dernier ne t'aime pas. Vraiment. Ce que tu dois faire, arriver à la maison, tu enlèves tes habits d'école, tu mets ça dans ton cartable, tu vas tendre ça, soit au père qui le dit ou bien à la mère qui dit, papa, maman, tu m'aimes pas, moi, je ne vais plus à l'école. Et tu verras ça. Ça c'est bien dit, ça c'est bien dit. Et je pense qu'il faut quand même montrer des modèles aux enfants. Il faut que les enfants aient envie de devenir quelqu'un. Aujourd'hui, si on ne parle pas à nos enfants, si on n'a pas de rôle modèle, ils n'auront pas. On a vu plein de personnes, quand on étudie l'histoire de certaines grandes personnalités, on voit qu'ils voulaient ressembler à quelqu'un. Tout à fait. Donc, quand on veut ressembler à quelqu'un, souvent, ça nous empêche de faire des choses. Parce que tu sais que tu as une trajectoire à suivre. Mais aujourd'hui, les enfants, ils n'ont même pas de repères. Leur repère, c'est juste TikTok. Le PA, c'est TikTok, c'est ça. Donc, du coup, comment il va travailler? Parce que c'est ça, il faudrait que les parents se créent... C'est les rappeurs. Les parents ne sont sur TikTok, nous, là. Nous-mêmes, on entend lutter les mamans là. Il faudrait que les parents aient des anecdotes à raconter aux enfants. C'est ça, voilà. Quand je disais, j'étais toujours première de la classe. Mais ça nous motivait, tu vois. Ça nous motivait. Moi, j'ai marché 12 km. Voilà. Ça nous motivait, tu vois. Mais maintenant, là, c'est pas. Écoutez, on a débordé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va peut-être faire une partie 2 de cette émission-là. On va faire une partie 2. Merci beaucoup et on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.